Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur les enjeux autour des métriques climat, notamment pour l'information environnementale à destination des consommateurs et des chaînes de valeur. Vous êtes très nombreux, donc comme vous l'avions indiqué, nous avons bien collecté vos questions en amont. On va essayer de traverser la totalité des réponses aux questions. Nous avons donc fait le choix de traiter la totalité des questions que nous avons reçues, qui sont réellement très vastes, qui couvrent des champs extrêmement intéressants, bien plus larges que ce que nous avions prévu pour ce webinaire sur le climat. Donc, nous allons traiter toutes les questions climat, bien sûr, qui nous ont été adressées. Nous prévoyons donc que ce webinaire va durer 1 heure 3 quarts au lieu d'1 heure simplement, de manière à pouvoir couvrir tous ces enjeux. Si vous avez des questions supplémentaires qui émergent pendant le webinaire, n'hésitez pas à les mettre dans le Q&A et soit on les traitera pendant la session, soit sinon on reviendra vers vous juste après si on n'a pas le temps. Alors, pourquoi ces enjeux autour des métriques importent? C'est parce qu'il faut donner du sens à la fois pour les mangeurs, que nous sommes tous, pour les entreprises, pour leurs partenaires, pour les agriculteurs qui sont concernés en fait au premier titre par ces métriques, notamment les métriques climat. Et parce qu'on a le besoin, notamment sur cette partie-là, sur la partie amont, de valoriser les démarches de progrès, incluant sur la partie climatique. Également parce qu'en termes de contexte, la confiance est extrêmement dégradée aujourd'hui sur le marché de l'agroalimentaire et les repères de ce qui est bon ou pas pour le climat notamment sont très souvent brouillés. Et parce que ces outils d'affichage et de communication sont également des outils d'éco-conception et même prioritairement, donc ils constituent des boussoles. Ils sont également destinés à définir les produits dits durables dans les politiques publiques, donc par exemple Egalim ou des politiques de taxation ou de déréférencement de produits qui seraient qualifiés de non durables, également la régulation de la publicité. Donc, il est particulièrement important d'avoir des caractérisations qui soient pertinentes. Donc, sur la partie climat et agroalimentaire, on est quand même face actuellement à une immense confusion en réalité, avec ce type de messages ou d'images ou de rapports qui circulent très régulièrement dans la presse et sur les réseaux sociaux. Alors ça n'est pas pour dire qu'il n'y a pas d'enjeu, notamment autour de l'élevage, bien sûr, et vous allez le voir dans cette présentation. Mais penser qu'aujourd'hui, on va sauver la planète et le climat en empêchant les vaches de rôter ou en diminuant les vaches du fait qu'elles rotent, par exemple, est probablement un raccourci qui ne va pas nous mener dans des endroits très, très intéressants. Donc on est quand même également dans un contexte où, les entreprises ont déjà tenté d'investir ces sujets de climat avec des succès divers, notamment sur les enjeux de crédit carbone qui, comme probablement la plupart d'entre vous le savent, après un gros push, notamment institutionnel et de l'écosystème économique, n'a pas pris. Donc ça, c'est également un sujet à regarder de près en termes de retour d'expérience. On a quand même un enjeu réputationnel. Il y a aujourd'hui plus de 80 procès en cours sur des allégations trompeuses sur les enjeux autour des crédits carbone, alors que beaucoup d'entreprises avaient quand même passé pas mal d'énergie et d'investissement financier sur ces sujets. Donc la question, c'est vraiment la question de la boussole. Juste pour rappeler d'où nous parlons, donc Planescore est détenu, la marque est détenue par un fonds de dotation à gouvernance scientifique d'intérêt général strictement indépendant qui n'a aucun lien avec aucune filière ou aucun porteur d'intérêt économique. Donc voilà, nous tâchons de vous exposer les éléments, les faits, les métriques, les incidences telles qu'elles se présentent à nous, en essayant d'ouvrir autant que possible les dialogues et de rendre publiques les controverses dans leur grande diversité. Sachez que pour notre part, en termes de boussole, depuis le démarrage de Planet Score, nous avons pris une approche système, donc vraiment à l'échelle systémique des enjeux, à l'échelle multinationale, de manière à avoir des rebouclages en vie réelle et notamment des rebouclages des flux géophysiques, par exemple les flux d'azote qui sont assez dimensionnants dans l'agroalimentaire et pour être sûr qu'on est toujours dans des images assez logiques, on va dire, de rebouclage des grands cycles. On reparlera de ces sujets de grands cycles tout à l'heure. Voilà, donc notre objectif, c'est de rendre accessibles les connaissances scientifiques pour une transition alimentaire saine, juste et écologique. Aujourd'hui, on parlera d'un des panneaux, d'un des pans de l'écologie, qui est la partie climatique. Mais sachez qu'on travaille également notamment sur l'ultra-transformation et sur les enjeux de juste rémunération des producteurs
et de matérialisation de la relocalisation également des matières premières agricoles, avec l'enjeu d'origine. Donc ceci étant précisé, nous sommes également présents aujourd'hui dans 13 pays, travaillons avec plus de 330 marques et sommes le leader de l'affichage environnemental en Europe, avec un peu plus de 330 millions d'emballages, 130 marques qui affichent, et cetera. Voilà, et notre grand enjeu, c'est également de faire le lien entre les allégations qui sont portées sur le marché auprès des consommateurs et la valorisation des démarches de progrès des agriculteurs. C'est un exemple d'intervention au salon de l'agriculture, cette année, par exemple. Dernier point, puisqu'on va beaucoup parler de métriques innovantes aujourd'hui, on a fait un petit bilan il y a un mois sur le fait on a visiblement un petit pas d'avance sur pas mal d'enjeux, autour des enjeux notamment environnementaux, mais pas que. Sachez que le cadmium, les PFAS, l'hexane, tout un tas de sujets, qui sont devenus des scandales, récemment, sont dans le référentiel Planet Score depuis le début, depuis 4 ans. Les PFAS, c'était 1 an avant que ça n'apparaisse pour la première fois dans la presse, et on est également très présent sur les enjeux ultra-transformation ou d'autres enjeux nutritionnels. Voilà. Donc, est-ce que le climat est la bonne clé d'entrée pour penser la transition écologique du secteur de l'agroalimentaire? Alors, à cette question, nous répondons, certes, il y a un enjeu d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, ce n'est absolument pas contestable. Alors malgré tout, les budgets sont faits avec des métriques qui nous semblent nettement améliorables aujourd'hui, et notamment sur les gaz à effet de vie. On y reviendra. Mais néanmoins, vous le voyez, on a une tendance à la hausse très claire, hein, qui est problématique, et notamment parce qu'on a certains gaz, CO2 et N2O en particulier, qui sont hautement cumulatifs et qu'on aura encore dans l'atmosphère d'ici plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années. Alors quand même, attention quand on parle de climat pour l'alimentaire, donc agriculture et alimentation, on est sur des sujets qui sont très intimes, vraiment des sujets du quotidien, qui sont souvent, clivants et clivés. Et donc il faut bien avoir conscience qu'on parle de choses qui répondent d'abord à des besoins physiologiques, hein. On est en bas de la pyramide de Maslow. Alors sur l'alimentation, on peut monter jusqu'en haut, mais en tous les cas, on a quand même un besoin primaire qui est d'assurer la satisfaction de nos besoins physiologiques. Et en face de ça, sachant qu'on n'est pas loin de 8 milliards d'habitants, on est, alors selon les métriques utilisées, entre 14 à 24 des émissions de gaz à effet de serre qui proviennent de l'agriculture, incluant les enjeux autour des changements d'usage des sols. Donc ce n'est pas pour relativiser, mais disons que si notre premier besoin, c'est de nous nourrir à l'échelle planétaire, on ne peut pas dire par rapport à d'autres types de consommation qui pourraient être superflus, on ne peut pas dire non plus que, on est dans des pourcentages qui sont, totalement, incohérents. Par ailleurs, vous le verrez tout à l'heure dans les calculs, notamment autour du PRG, on est sur une dynamique de croissance de population très forte depuis les années 1800 et même un peu avant, bien sûr. Mais on est également dans une perspective, selon, les statistiques de la FAO, de l'ONU, dans une perspective de pic population qui était prévue un peu au-dessus de 10 milliards et qui probablement, les dernières données étant même en dessous de ce seuil et un peu plus tôt que ce qui était prévu, c'est-à-dire plutôt 2080. Voilà, donc ce pic de population vient quand même assez vite, et c'est à avoir également en tête quand on raisonne sur ces enjeux. Donc les limites planétaires, vous les voyez ici, c'est un cadre que je pense à ce stade tout le monde connaît, dont on s'est saisi dès le départ de la construction du référentiel. Ce cadre quand même pour rappeler un point important qui est que les limites planétaires les plus franchies et sur lesquelles l'agriculture a la contribution la plus forte, sont des limites qui sont en lien avec l'effondrement de la biodiversité. Donc ça, on en parlera lors du webinaire du 4 novembre plus précisément. Mais alors une fois de plus, ça n'est pas pour, dire qu'il ne faut pas s'occuper du climat, mais il faut avoir conscience, puisqu'on va quand même en parler beaucoup aujourd'hui, il faut avoir conscience que le changement climatique, heu, n'est pas l'enjeu principal du secteur de l'agroalimentaire. Donc, oui pour en faire un sujet, non pour en faire une clé d'entrée pour résoudre les problèmes, auxquels est confronté ce secteur, heu, qui sont d'ailleurs des problèmes prioritairement à ce stade d'adaptation. 2e point, ce n'est pas non plus une clé d'entrée pour les consommateurs, comme nous avons déjà fait un webinaire, il y a quelques jours sur les études consommateurs. Je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit, mais de très, très nombreuses études, BVA, Pignot, Carrefour, Dossi, Collectif En Vérité ont été faites ces 3, 4 dernières années. Également des publications scientifiques sur ce sujet. Globalement,
toutes les études convergent, les empreintes carbone font très, très rarement bouger les choix. Nous vous avons montré d'ailleurs des études consommateurs faites par des équipes universitaires dans une étude publiée dans le journal à comité de lecture en Autriche, en Allemagne. Planet Score avec toutes les dimensions est 5 fois plus impactant qu'une empreinte carbone seule. Donc c'est avoir en tête également, ce n'est pas avec des empreintes carbone qu'on va faire bouger, inciter en fait les consommateurs à bouger. euh, en tous les cas volontairement, à moins de vouloir en faire des outils coercitifs, ce qui est quand même un tout autre sujet. D'ailleurs, une étude vient de paraître cette semaine, une étude commanditée par le réseau Action Climat auprès d'Ipsos BVA, et qui montre que autant sur certains enjeux, les frigos, les panneaux solaires, etc., les citoyens français sont très preneurs d'amélioration climatique, autant sur la question de l'agriculture, leur première préoccupation, c'est ce qui est rapporté là d'ailleurs par AgriParisSen, 70%, c'est l'usage de pesticides. Donc là, bon, idem, ça rejoint complètement les études consommateurs qu'on vous a présentées il y a quelques jours. Il faut d'abord répondre à ça et après on peut parler d'autres choses, mais c'est bien la priorité. Donc je ne reviens pas sur toutes les études qui convergent, hein, sur ce sujet. Pour mettre les choses en perspective, un petit peu de temps long, et je vais en profiter pour remercier pour ce graphe plutôt bien fait Hélène Grosbois. Donc, oui, nous sommes dans une phase de réchauffement. On est ici, là, vous voyez ici au bout de la petite courbe bleue. Néanmoins, quand on regarde sur le temps long, il faut juste réaliser que tous les efforts qu'on fait aujourd'hui pour atténuer le changement climatique sont utiles, indispensables. C'est plutôt pour garantir les conditions d'habitabilité pour les humains, mais que le réchauffement climatique enfin, provoquera des effondrements d'un certain type de biodiversité, par exemple, mais que dans l'histoire de la planète, nous avons eu des moments avec beaucoup de biodiversité, avec des températures beaucoup plus élevées. Donc, ça nous posera un très, très gros problème si et quand ça arrive. Mais voilà, il faut être conscient que c'est plutôt pour nous, très égoïstement, qu'on essaye d'agir aujourd'hui. Vous avez ici donc la flèche bleue, c'est avec un monde avec ou sans calotte polaire. Donc là, le petit pointillé ici. Et vous avez la courbe des températures qui est en rose quand on est sans calotte polaire, en bleu quand on est avec calotte polaire. Donc on est actuellement dans une phase avec calotte polaire. Voilà, donc les primates, pour information, apparaissent à peu près ici. Donc oui, on a un enjeu. Regardons quand même le temps long. Et deuxième chose, puisqu'on entend souvent dire qu'il faut d'abord gérer le climat, puisque c'est le driver de la totalité des grands problèmes, incluant la biodiversité, ça, nous pensons vraiment que c'est une erreur scientifique complète. En réalité, comme je viens de vous le montrer, d'ailleurs, la biodiversité s'adaptera. Alors, pas tout, pas forcément la biodiversité banale, ordinaire, telle qu'on la connaît, mais par exemple, c'est aussi la question qu'on a souvent sur l'acidification des océans. Il y a eu de très bons posts sur les réseaux sociaux, posts scientifiques là-dessus. L'acidification des océans n'est pas liée que à une accumulation de CO2, mais au fait que ce CO2 ne circule plus, ne se transforme plus parce qu'on a une désactivation fonctionnelle de l'océan. Et c'est un symptôme d'effondrement écologique et pas simplement de réchauffement climatique. Donc on a un vrai piège du récit carbone. Je remercie vraiment Nicolas Camps qui a fait un très, très bon, post récapitulatif sur ce sujet, le mois dernier. Donc voilà, vous aurez les références, hein, pour ceux qui sont intéressés d'aller voir, le détail. Et on a vraiment besoin aujourd'hui de trajectoires carbone qui ne reposent pas sur des récits de ce type-là. Ce n'est pas une question de carbone dans ce type de situation, c'est vraiment une question de vivant et de réactiver notamment la biodiversité marine, par exemple. Autre élément, par exemple, d'Hélène Grosbois sur ce même sujet, hein, sur les problèmes aujourd'hui de désalignement, notamment des rapports du GIEC. Donc, bon, autant on s'appuie sur les travaux du GIEC sur beaucoup d'éléments, mais il faut quand même réaliser que sur la question des puits de carbone, et là je parle sous le contrôle d'Hélène, sur la question des puits de carbone océaniques, on a quand même un enjeu aujourd'hui de non prise en compte des données récentes de la capacité des océans à absorber sur ce paramètre. Donc, toujours pour la partie mise en perspective historique, quelles sont les métriques climat, dans quel cadre elles ont été conçues et au service de quel narratif? Alors là, je vais passer très rapidement quelques plans qui ont été présentés par Quentin Chancé, qui est sociologue au CNRS, qui ont été présentés lors
du colloque que nous avons organisé à l'Assemblée nationale le 14 mai, simplement pour vous remettre les choses en perspective. Donc, Quentin Chancet fait partie du comité d'expertise scientifique interdisciplinaire sur l'affichage environnemental, 5 chercheurs de la recherche publique, qui a publié un certain nombre de rapports dont je vous laisserai prendre connaissance pour ceux qui ne le connaissent pas et qui, permet de, regarder avec une vision panoramique la façon dont les métriques sont dimensionnées et la façon dont elles sont ensuite utilisées, utilisables par les acteurs des chaînes de valeur. Il faut réaliser que le PRG100 notamment, dont on va parler tout à l'heure pour la comptabilité des gaz à effet de serre, heu, fabrique des représentations du réel, mais ne représente pas le réel, vous le verrez, notamment ne reflète pas l'impact sur l'élévation des températures, que ce sont des cadres et des instruments qui permettent de contribuer à construire des lois, des taxes, des quotas des marchés. Il y a quand même une question très forte sur la marchandisation, mais ce ne sont que des outils qui essayent de refléter au mieux les situations et notamment les situations de température. Il y a de la controverse scientifique sur ces sujets et il est très important pour nous que ces controverses, comme ce sont vraiment des sujets démocratiques, soient, mis sur la place publique de manière tout à fait transparente. Ce sont vraiment des instruments de gouvernance. Je ne rentre pas dans tous les détails de ces planches, mais globalement, voilà la construction du PRG100, donc pouvoir réchauffant global du gaz, qui est censé être calé sur un horizon de 100 ans. Et la façon dont historiquement ce consensus, préliminaire qui est aujourd'hui remis en cause, sur l'usage du PRG100 pour, créer un cadrage multigaz, sous l'influence d'un certain nombre d'acteurs pour information et notamment, pas que, hein, mais les acteurs des énergies fossiles. Je vous laisserai regarder le replay de cette séquence pour ceux que le détail intéresse. Et on a quand même des publications récentes, hein, aujourd'hui qui expliquent que le taux d'équivalence pour arriver à cumuler tous les gaz à effet de serre et notamment le CO2, le protoxyde d'azote et le méthane, repose pour partie sur un appareillage scientifique qui est le produit de processus plus complexes dans lesquels le politique et sa gestion des problèmes environnementaux ont une large part. Donc en fait, il n'y a pas de science pure dans toutes ces affaires, il faut le savoir. En être conscient, ça n'est pas forcément très confortable, mais donc aujourd'hui, utiliser seul ce PRG100 peut constituer, je réutilise la diapo telle qu'elle a été présentée, un frein à la transition agricole juste et systémique. Elle dilue certaines responsabilités, elle met en accusation de manière prioritaire et essentialiste, certains secteurs par rapport à d'autres, en disculpant complètement d'autres d'ailleurs, et certains enjeux liés notamment aux émissions de protoxyde d'azote, à la déforestation et notamment l'importation de déforestation ou d'externalités climatiques, négatives sont, invisibilisées en relatif. De même que l'usage de gaz fossiles pour la production des fertilisants chimiques qui n'est pas priorisé non plus par ce type d'outils. Donc on a ce qui a été appelé un biais de hiérarchisation dans les efforts à mener, ce qui peut être vraiment problématique. Voilà, donc pour la mise en perspective, je ne rentre pas dans ces détails. Sachez que d'autres sociologues ont travaillé sur ces sujets. Ça, c'est une publication de 2022, qui montre également, à la fois ces controverses, la façon dont les métriques attribuent les culpabilités et les priorités de politique publique selon des agendas qui sont des agendas politiques. Et comment elles invisibilisent ou elles mettent en lumière, ces priorités. Voilà, donc je vous laisserai là aussi, hein, vous avez toutes les sources. Regardez ces publications, mais vous voyez ici des références notamment, aux publications qu'on va évoquer tout à l'heure sur le caractère plus ou moins cumulatif des émissions de gaz à effet de serre. Alors pourquoi c'est un vrai sujet pour l'agriculture et l'agroalimentaire? D'abord pour les produits agroalimentaires rendus consommateurs, à peu près, 80 des impacts des produits finaux, même 85, des produits finaux, emballés, transportés, mis en rayon, et cetera, sont attribuables à l'agriculture. Donc en fait, l'agriculture est vraiment, le secteur qui est soit mis en valeur, soit, mis en accusation par la façon dont on rend compte, en fait, avec les métriques. Et ce sujet-là des équivalences pour arriver à assembler différents gaz à effet de serre ensemble est particulièrement critique pour l'agroalimentaire, parce que l'agriculture est le seul secteur qui soit majoritairement ou très fortement concerné par les émissions de méthane. Et le méthane a une durée de vie et une dynamique qui est très différente
des gaz à longue durée de vie comme le CO2 et le N2O. Donc en fait, ça pose des problématiques techniques, scientifiques et de justice qui sont très particulières et qui ne concernent pas les autres secteurs, hein. Tout ce qu'on dit, aujourd'hui concerne évidemment, le secteur de l'agroalimentaire. Alors un peu d'histoire récente également pour terminer sur la fameuse carbone footprint, que sans doute beaucoup d'entre vous utilisent et qui nous semble devoir elle aussi être mise en perspective puisqu'il faut quand même être conscient que, l'empreinte carbone est un concept qui a été inventé par British Petroleum en 2004, suite à voilà, pas mal de procès et de problèmes, communicationnels et de réputation jusqu'en 2002 avec, des pertes, voilà, des grosses pertes de revenus et donc BP a décidé de lancer une offensive internationale, en inventant ce concept d'empreinte carbone que plus personne ou plus grand monde ne questionne aujourd'hui. J'en profite pour remercier Bonpote qui a fait un très bon article là-dessus, dont vous voyez ici des extraits, ou un petit peu plus tard. Et en fait, cette invention de carbon footprint a été une façon de shifter la responsabilité des entreprises et notamment des entreprises productrices d'énergie fossile vers les consommateurs, vers la responsabilité individuelle. Alors ça ne veut pas dire que nous n'avons pas chacun d'entre nous une responsabilité individuelle, mais quand même, il faut être conscient que jusqu'à ce moment-là, il y a un peu plus de 20 ans, heu, les les pressions qui étaient mises sur le système économique étaient des pressions systémiques. Réduire les gaz à effet de serre, réduire la déforestation et cetera. À partir du moment où on est parti sur le principe et l'idée qu'on acceptait l'empreinte carbone à l'échelle individuelle, on a inversé l'ordre des responsabilités. Et à notre sens, ça pose réellement problème que ce concept, alors là, je vous montre quand même quelques exemples de la grande campagne de l'époque de BP, et c'est la première entreprise qui a mis sur le marché l'idée qu'il était temps d'avoir une low carbone diet. Vous le voyez en haut à droite. Et donc de complètement recadrer le narratif autour de, comment est-ce qu'on va aider à régler le problème du climat? Et en fait, vous allez le voir, l'empreinte carbone, ça permet de parler beaucoup plus d'intensification, que de réduction et ça pose un vrai gros problème. Donc je vous laisserai découvrir là les articles qu'on a mis ici sur lesquels vous aurez les liens. Mais globalement, vous le voyez ici, hein, c'est un concept qui n'existait pas avant 2004 et qui est maintenant qui a connu un succès quasiment immédiat et qui est toujours extrêmement présent, dans les médias, dans à peu près tout ce qu'on nous porte comme message. Voilà l'article de Bon Pote, qui, analyse, hein, ce concept, et que je vous incite à regarder et vous verrez d'ailleurs qu'il a eu tellement de succès ce concept que le petit pied que vous voyez là sur British Petroleum de 2004 se retrouve aujourd'hui jusque dans le logo, qui est utilisé pour, parler de l'empreinte environnementale produit, qui est calibrée par la Commission européenne à Bruxelles. Donc qu'on le comprenne ou pas, qu'on en soit conscient ou pas, on est maintenant extrêmement imprégné par ce narratif du low carbone. Hem, voilà, donc pour éveiller quand même votre conscience sur la façon dont quand même, on peut aujourd'hui se faire, manipuler par des narratifs dont on n'a plus conscience. Alors, comment est-ce qu'on passe du besoin de changement structurel à la responsabilité sur les comportements individuels? Ben, typiquement par ce genre de choses. Quel est le narratif derrière les carbone footprints pour l'alimentation? Donc voilà des illustrations très simples, de ce que cette empreinte carbone, inventée par British Petroleum, permet de dire. Donc ça a permis aussi, tout le grand succès, hein, derrière de l'analyse de cycle de vie, des empreintes carbone basées à l'échelle produit, basées sur l'échelle kilo, bah, donc kilo rapporté au rendement et donc on est, en PRG 100 avec une métrique qui permet de cibler prioritairement le méthane et qui produit ce type de chiffre qui ensuite est utilisé notamment dans les médias sans plus absolument aucun recul en général sur, les sources, les origines, la construction des métriques et les jeux d'acteurs. Donc ce que vous voyez ici, donc ça c'est un exemple, ADEME, c'est que par exemple, bon ben, typiquement les ruminants c'est très, très mauvais. D'ailleurs, si on a le choix entre du bœuf ou du veau d'Amérique du Sud visiblement et du bœuf ou du veau local, c'est vraiment pas la peine de pinailler puisque les 2 sont extraordinairement mauvais. Donc voilà, ils sont identiques.
Et par contre, la tomate française hors saison sous serre chauffée et vous le voyez, hein, à peu près 100 fois meilleure. C'est quand même pas rien. Heu, donc bref, un narratif qui est quand même, alors je vous en montre un autre ici, toujours très, très similaire, où le bovin, même à l'herbe, grazing, a des scores d'empreinte carbone extraordinairement mauvais. Heu, le feedlot beef ayant, je le mentionne quand même, soyez-en conscients, puisqu'il est très intensifié et on verra comment les choses fonctionnent, mais il a donc des scores meilleurs en empreinte climat, en équivalent carbone rapporté, en PRG100 sur l'unité fonctionnelle kilo. Voilà. Et on a un deuxième problème qui est que, les systèmes extensifs, alors là, on parle des systèmes d'élevage, mais pour information, c'est exactement la même chose sur les systèmes végétaux. Quand ils sont calculés avec cette métrique, qui est une métrique d'intensité carbone, ils ont également des scores qui sont plus mauvais, c'est-à-dire que les systèmes, par exemple, bovins extensifs, mais également volailles extensifs, volailles label rouge, mais également, je ne sais pas, imaginons, pommes de terre, en agroécologie par rapport à pommes de terre tout à fait conventionnelles importées, heu et très intensives, vous aurez de meilleurs résultats systématiquement en carbone sur les productions intensives. Donc ça donne lieu, par exemple, à ce genre d'article, qui est que, le plus dommageable pour l'environnement en termes de climat, c'est, là un exemple, le bœuf ou l'agneau ou le mouton, sans intrants, sans aucun intrant de synthèse et nourri à l'herbe sur des prairies. Alors ce genre de choses a été dénoncé par certaines ONG, notamment une ONG que je vous invite à dont je vous invite à regarder le travail qui s'appelle IATP, qui a produit il y a 2 ans un rapport qui s'appelle Emissions Impossible sur les enjeux carbone et qui dénonce en fait cette, métrique d'intensité carbone basée sur l'analyse de cycle de vie. C'est une ONG européenne. Basée sur l'analyse de cycle de vie, heu et l'unité fonctionnelle kilo qui permet de donner ce genre de résultats que sans doute si vous faites des analyses, des ACV carbone, que sans doute vous avez déjà vu et qui vous incite à reformuler, typiquement pour remplacer la viande de ruminant par de la volaille, d'où qu'elle vienne, quel que soit le système de production. Parce que même avec du soja issu de la déforestation, même avec des grains très fortement fertilisés, l'agneau ou le mouton ou le bovin à l'herbe, français ou européen, ressort extraordinairement plus mal, dans ces métriques-là, en impact climat. Donc voilà, juste pour, terminer l'image sur ce sujet, voici un exemple de publication qui a été faite là aussi sur la base de cette métrique PRG100, rapportée à l'unité fonctionnelle kilo en empreinte carbone, toujours la fameuse, empreinte carbone. Plus on est vers la droite, plus on est mauvais pour le climat. Plus on est vers la gauche, vers le zéro, meilleur on est pour le climat. Et là, vous voyez, cette étude a été faite sur tout un tas de filières de production agricole à l'échelle mondiale. La moyenne de la performance, c'est la petite bulle blanche sur chaque ligne. Donc, plus les bulles blanches sont à droite, plus la performance est mauvaise en climat. Et je vous invite à voir, alors évidemment, sans surprise, hein, vous avez toujours la même image. Les ruminants sont très, très mauvais. Les monogastriques, porcs, volailles, œufs en rose sont bien meilleurs. Et puis évidemment, tous les végétaux sont censés être absolument divins en grande majorité. Je vous montre ici le zoom sur la partie monogastrique, où les commentaires de cet article sont particulièrement éclairants. Et vous voyez notamment, on n'a rien rajouté, hein, les flèches, le texte, tout est dans l'article ainsi. Il y a une espèce de protubérance systématique à gauche. À l'échelle internationale, on observe une amélioration de l'empreinte carbone pour ces productions. Et ce que dit l'article, c'est que effectivement, à ce stade, l'empreinte carbone globale des marchés du porc, de la volaille, etc., sont en train de s'améliorer puisque plus de 60% du porc, 80% des poulets et 86% des œufs sont produits de manière intensive, que ces systèmes sont maintenant très similaires partout dans le monde. Et le texte rajoute en dessous qu'en plus, ils sont produits de manière intensive dans des industrial farm settings, dans des
heu, des systèmes de production industriels. Donc c'est ça qui permet de réduire l'empreinte carbone. Donc c'est vraiment de l'intensité carbone tout à fait classique, comme celle qui est calculée par tous les bureaux d'études avec l'ACV et le PRG100. Avec ce type donc ensuite de propositions d'amélioration, on va en lister quelques-unes, mais qui sont typiquement de se passer complètement de réduire drastiquement et chaque année si possible, les protéines, animales, de faire des fakes, là on est sur de la viande imprimée 3D, dans lesquelles il y a évidemment plus aucun produit élevage. On peut avoir également, ce type de message passé, donc ça, c'est une publication de, QQF, voilà, «Qu'est-ce qu'on fait?» pardon, qui redonne le même message. En fait, on a un problème. Le premier problème, ce serait les émissions de gaz à effet de serre. Donc une fois de plus, nous, on ne partage pas du tout cette entrée, hein, ce constat. Mais en tous les cas, à l'aune des objectifs de neutralité, transition alimentaire est impérative. Donc en plus, on a quand même un push qui est assez clair sur cette transformation désirée par voilà, certains acteurs. D'où provient tout ce carbone au juste? Observons d'un peu plus près et vous allez voir que, comme d'habitude, le narratif est toujours le même. Vous avez là un grand suspense où on vous propose des solutions. Et évidemment, c'est la viande rouge et elle est incriminée pour des raisons qui, vous allez le voir en métrique, ne font pas forcément de sens. Dans certaines situations, très clairement oui, et dans d'autres situations, on est totalement à côté de la réalité de l'image. Terminé, puisque ça, on ne pourra pas en reparler plus tard, mais sachez également que quand vous faites ces empreintes carbone, vous avez un miracle supplémentaire en analyse de cycle de vie, qui est que le carbone, comme d'ailleurs tous les autres impacts environnementaux, sont répartis avec ce qu'on appelle des allocations, qui auraient dû être des allocations, biophysiques en toute logique, même si pour nous le concept d'allocation ne fait aucun sens. Mais en tous les cas, dans la logique de la CV, finalement, ce sont des allocations en général économiques, ce qui fait que c'est juste à titre illustratif, mais typiquement, quand vous avez une vache avec son veau pour faire du lait, parce que je rappelle que pour avoir du lait, à part dans certains systèmes à lactation longue en chèvre, mais sinon c'est très, très peu fréquent. On est sur une lactation annuelle provoquée par la naissance d'un veau ou d'un petit dans le système d'élevage et donc par un miracle d'allocation, la vache et son veau, donc notamment tout ce qui est viande de réforme et viande des veaux est très, très mauvais pour le climat. Mais par contre, le lait, et les produits, qui en sont issus, les produits frais, sont très, très bons pour le climat. Alors, pour notre part, nous considérons que ce type d'allocation ne fait pas de sens, que d'allouer entre différentes productions d'un système ne permet pas de créer de la compréhension et de la pédagogie. On a également le même type de problème d'allocation, par exemple entre la viande et le foie ou les rognons, ou différents abats, par exemple, à l'intérieur d'un animal. On peut même avoir des distinctions parfois d'allocation entre les avant et les arrières, parce que la valeur économique n'est pas la même. Pour nous, à partir du moment où on ne sait pas produire un yaourt sans veau, où on ne sait pas produire une vache sans qu'elle ait un foie, et sans qu'elle ait des reins, ça ne fait aucun sens, absolument aucun sens, d'allouer et de dire que le cuir, le foie, le lait et cetera ont des valeurs différentes. Donc voilà le type de récit auquel ça peut aboutir. Ça, c'est un exemple de page de garde du magazine ADEME, d'il y a 2 ans, ou l'alimentation durable pour atteindre la neutralité carbone. Je vous laisse bien regarder l'image. Les petits cubes ici, c'est du tofu. Nous aimons beaucoup le tofu dans l'équipe Planet Score, c'est pas un sujet. Mais par contre, vous verrez que, il n'y a pas de production issue de l'élevage dans cette image. Enfin, à notre connaissance, hein, si vous regardez mieux et que vous nous dites l'inverse, n'hésitez pas à nous contacter, mais c'est quand même une image, certes très colorée, très intéressante, mais qui n'a aucun rapport avec la réalité que vivent les citoyens et aucune réalité avec ce qu'on vivra encore dans plusieurs décennies. Et cette réalité, qui n'existe pas, enfin cette déconnexion, on la retrouve également dans des prospectives comme celle qui vient d'être publiée le 3 octobre dernier par, donc la deuxième édition révisée du Eat Lancet Commission on Food. Je vous invite à regarder, j'ai commis un post sur ce sujet parce que là, on est vraiment sur, des déconnexions alimentées par notamment, hein, de la comptabilité en analyse de cycle de vie, de la déconnexion qui est extrêmement préoccupante et où vous le voyez, avec quelques éléments de langage qui parlent d'agroécologie, donc ça fait toujours bien dans un rapport,
on nous dit quand même qu'il faut diminuer radicalement l'élevage de ruminants, vaches, moutons et chèvres, moins 71%, moins 46% des porcs et volailles, ce qui correspond à entre 0 et 14 grammes de viande rouge par jour. Mais avec ces moins 71% de ruminants, il ne faut diminuer la production de lait que de 20%. Je vous laisse calculer et imaginer où est la transition agroécologique dans cette prospective. Elle n'est que dans les mots. Et on demande également, donc là aussi, double contrainte sur les agriculteurs, ils doivent produire en agroécologie avec beaucoup moins d'intrants, mais avec des rendements qui sont maintenus ou augmentés. Voilà, donc ça, typiquement, c'est le genre de réalité, en prime alimentée par des pré-campagnes de silencing comme celle-ci. Je ne vais pas revenir là-dessus aujourd'hui, mais qui sont polarisantes et vraiment, déconnectées des réalités à la fois en termes de métriques, de conflits d'intérêts, et cetera. Ça alimente également des récits pour le textile, par exemple, qui nous semblent particulièrement peu féconds et où alors ça, c'est le magazine, ADEME de cet été, dossier spécial sur, le textile et notamment les fibres, hein, une revue des fibres qui sont plus ou moins pardon, plus ou moins bonnes pour l'environnement et vous avez sur la laine, heu, l'évocation du fait que la laine a des impacts négatifs qui sont liés au fait qu'elle est issue de l'élevage de ruminants, donc les moutons et donc ça, c'est mal parce que les moutons polluent les sols, polluent les eaux et émettent du méthane. Donc il faut savoir que la laine est quand même plutôt très mal notée, dans les outils d'analyse de cycle de vie, alors qu'on est quand même a priori dans des outils qui sont censés instrumenter des politiques publiques d'économie circulaire. Ce qui pose un vrai problème puisque là, on est sur des fibres qui sont dites qualifiées notamment par rapport aux fibres pétrosourcées, comme le polyester notamment, mais les autres également. Alors, est-ce qu'on peut décarboner idiot? Vous comprendrez qu'à l'issue de ce petit panorama, la réponse est oui. Qu'on fait face aujourd'hui quand même à des récits dystopiques, vraiment, et qui nous semblent très peu féconds pour l'avenir en réalité. C'est-à-dire, par exemple, la dystopie du budget carbone. Moi, j'avais découvert vraiment avec, stupéfaction, ce type de reportage sur BFM l'an dernier, où en clair, le carbone devient une monnaie et ceux qui se serrent la ceinture, peuvent ensuite marchander leur carbone, leur crédit carbone supplémentaire auprès de consommateurs qui voudraient, faire des extras. Enfin vraiment, je ne sais pas si beaucoup de gens accrochent là-dessus, mais je crois quand même qu'il faut réaliser, un petit peu ce que j'ai dit en intro, que la majorité de la population n'est pas, dans ce type de préoccupation, aujourd'hui. Et si on descend sur ce chemin-là, alors je vous montre ça que j'ai découvert chez mon libraire, il y a peu, un jeu de cartes sur la décarbonation basé uniquement sur Agribalise, donc de la l'ACV en PRG100, en empreinte carbone et où bien entendu, on a toujours le même narratif de, plus on est végétarien, végan, meilleur c'est pour l'environnement et c'est une réalité dans certaines situations, bien sûr. L'empreinte carbone souhaitée, donc on vous dit quel va être, le budget que vous devez respecter. Tout ça a l'air quand même, fort, fort intéressant. Toujours le même récit qui est qu'on n'a aucune distinction sur les systèmes de production, qu'ils soient végétaux ou animaux, pour la bonne raison que si jamais les opérateurs allaient sur le sujet des systèmes de production, ils seraient obligés de dire que l'empreinte carbone est pire pour les systèmes agroécologiques, qui poserait quand même un problème de cohérence. Et dernière chose, hem, ça vous explique très doctement, vraiment, je trouve ces cartes absolument délicieuses, que, bien entendu, vous avez un énorme problème avec les paies et les rots des vaches. Donc là, vous avez des empreintes carbone absolument atroces, hein. Je pense que vous le voyez, 4 tonnes, 4 tonnes 100. Et on a par contre, alors visiblement là, on on a tous collectivement une belle responsabilité, une capacité à faire mieux grâce à ce type d'empreinte carbone, qui est que si vous prenez 10 kilos, vous allez stocker 6,6 kg de CO2. Je vous laisse méditer là-dessus, mais voilà, nous typiquement là, on pense que vraiment ce narratif de l'empreinte carbone ne nous mène, absolument nulle part et le retour à la réalité quand on fait ce genre de choses, quand on incite à reformuler ou quand on donne des messages, anxiogènes sur tel ou tel type de filière simplement par la nature de la filière, sans raisonnement sur les systèmes de production, on observe ce type de mouvement qu'on est également en train d'observer, en France et ailleurs, qui sont qu'on a une explosion par exemple, de la production et de la consommation de viande de volaille et on ne peut pas dire qu'aujourd'hui le développement se fasse sur des systèmes de production non impactants, y compris pour le climat. Donc ça, typiquement, c'est un énorme effet rebond
qui est facilement anticipable, hein, quand on prend un peu de recul par rapport aux métriques, et qui est quand même très embêtant, alors pour le climat, pour la biodiversité, pour le reste. Je rappelle également qu'en empreinte carbone, ces produits-là ont des empreintes carbone absolument délicieuses, très basses en moyenne, et que donc c'est pas forcément avec ça qu'on doit driver l'amélioration du marché. Donc, en résumé, regardez toujours les métriques avec un pas de recul, avant de rentrer dans les questions vraiment de métriques PRG, qui sont la partie la plus ardue du webinaire. Soyez conscient que, par exemple, cette, heu, entre guillemets «information» de l'empreinte eau, dont on reparlera la semaine prochaine, sur laquelle on est censé avoir 15 000 litres d'eau par kilo de steak, s'est avéré, donc avec ce type de message, toujours allant dans le même sens et avec les mêmes types de calculs, hem, c'est avéré, je ne rentre pas dans les détails maintenant, on le fera la semaine prochaine, quand on regarde uniquement l'eau consommée réellement, et ça c'est une diapo de l'ADEME de l'an dernier, issue d'une vidéo, finalement, totalement erronée puisque même dans les systèmes les plus, voilà, classiques, en France, on serait plutôt à 500 et pas 15 000, et que sur les systèmes 100 prairie, on est à 30, ce qui est quand même très, très loin de l'image, initiale. Voilà, donc juste, ça, ce que ça veut dire, c'est que même si cette information-là circule depuis 12 ans, et qu'elle a été répétée des millions de fois, ça n'en fait pas une vérité, et que même ce type de choses finit par, tomber un jour quand c'est vraiment, totalement à côté de la réalité. Donc sur l'empreinte climat, vous avez donc, je remets ce type de diapo, pour mémoire, mais vous avez toujours ce même type d'image où on vous explique qu'il vaut mieux végétaliser son alimentation plutôt que de la relocaliser, par exemple, ou d'en faire de l'alimentation, basée sur l'agroécologie. Toujours le même ordonnancement des produits. Alors, essentiellement les viandes, mais également chocolat et café qui sont censés être très mauvais, alors qu'on a factuellement, nous, dans les évaluations qu'on a faites, des cacaos agroforestiers, voire des cacaos de forêt carrément, qui ont, des résultats climat qui sont excellents, et qui sont absolument pas à ce niveau-là. Donc pour réduire son impact sur le climat, toujours les mêmes messages, il faut limiter certains produits plutôt que de se concentrer sur leurs caractéristiques. Limiter leurs produits à cause de leur essence, mais bio, local, équitable, de saison, tout ça est beaucoup moins important. Et donc on retrouve ça dans les médias, à répétition, sans vraiment de questionnement sur le type d'illustration que je vous ai montré tout à l'heure. Donc que fait-on de ça ensuite? Heu, hop, toujours les mêmes messages, hein, je ne rentre pas dans les détails. On a des solutions qui sont des solutions d'intensification quand on est basé sur le PRG 100, donc notamment, essayer d'éviter que les vaches, rotent, ou faire en sorte qu'elles rotent moins. Je rappelle quand même que si les vaches produisent du méthane, CH4, c'est parce qu'elles produisent de l'hydrogène dans leur estomac, en anaérobiose pour leur, digestion, la digestion de la cellulose, et que, c'est une façon de neutraliser l'hydrogène. Donc il faut être très, très vigilant sur la santé et le bien-être animal des vaches quand on essaye de faire ce genre de manœuvre, c'est-à-dire de limiter les émissions de méthane, parce que c'est en général pas forcément très bon à la fois pour la pérennité des animaux, leur santé, leur longévité, mais également pour le bien-être animal, puisque pour l'instant, les solutions de supplémentation sont, adaptées essentiellement aux élevages plutôt intensifs, parce que c'est, à administrer toutes les 4 heures dans les rations des animaux, donc ça n'est pas compatible avec le pâturage. Donc si vous voyez des entreprises qui font des allégations sur leur empreinte carbone sur des produits laitiers, je vous incite vraiment à extrêmement vigilant, parce que c'est probablement une entreprise qui est en train de faire de l'intensification. Donc je ne rentre pas dans les détails de voilà, du type de solutions qui sont, mises sur le marché avec des succès plus ou moins, heu, faibles quand même, mais où on a, vous le savez probablement, de la viande cellulaire, des alternatives quand même pour certaines ultra transformées. C'est pas systématiquement le cas, hein, on peut avoir des alternatives protéines végétales qui sont très bien, mais on a quand même sur le marché pas mal de choses un peu acrobatiques. Et également l'autorisation par l'Union européenne d'inclure des protéines d'insectes, par exemple, dans des produits élaborés, incluant jusqu'à hauteur de 3,5 dans des compotes de fruits, par exemple. Voilà, donc je pense que ça, en termes d'acceptabilité consommateur, ça peut être un peu faible. Et on a des prospectives, toujours basées sur ces mêmes métriques, qui, donnent comme trajectoire, vous le verrez tout à l'heure, pour atteindre
les objectifs des accords de Paris, on est vraiment sur les 2 derniers scénarios, hein, pour l'ADEME. C'est ceux-là qu'il faut choisir, qui sont -50 à -70 de consommation de produits issus de l'élevage. Ça fait beaucoup par rapport à la réalité de ce qui se passe aujourd'hui et actuellement, une partie de la population ne parvient plus à accéder en réalité à des protéines issues de l'élevage, mais se rabat non pas sur des alternatives végétales, mais sur des produits plutôt ultra, caloriques, glucidiques, heu, commoditisés donc à faible valeur nutritionnelle et peu chers. La réalité, c'est donc ça en fait, c'est la majorité de la population est quand même omnivore, flexitarien voulant dire omnivore, hein, en réalité. Parce que c'est un terme qui est très, très mal défini, et qu'il va falloir gérer ça avec, quand même aujourd'hui une décapitalisation, notamment au niveau de l'élevage, bovin qui est plus subi que vraiment calé. Le Shift Project en a parlé, plutôt bien en début d'année lors de l'audition de Jean-Marc, Jancovici, également au sommet de l'élevage dernièrement, en expliquant qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit très prudent. La décapitalisation en réalité est beaucoup trop rapide, autour de 2,7 par an, 1 serait largement suffisant et surtout on a un retournement des prairies alors que, tout le monde est d'accord a priori pour ça. Bon, sauf que c'est pas calculé en PRG100. Hem On ne devrait pas aujourd'hui retourner les prairies, on devrait vraiment garder les prairies qui sont d'énormes stocks de carbone. Et aujourd'hui, on a quand même parfois des articles un peu incohérents puisque choisir de faire son travail sur le PRG100 vous amène à dire, ça c'est quand même un article du Chiffre, vous amène à dire qu'il y a des innovations comme les additifs antiméthane, on pourrait parler aussi de l'intensification malheureusement, qui vont dans le bon sens en termes de métriques, de résultats, climatiques facialement. Donc, côté émissions, qu'est-ce qu'on a en réalité? Quand on regarde vraiment le panorama et la façon dont on compte, on a la déforestation, qui est un enjeu de manière claire, avec des émissions de CO2 notamment liées à ça, les émissions de protoxyde d'azote, N2O, le déstockage de carbone dans les sols. Alors, parfois, on a du stockage, c'est quand même assez rare, notamment le stockage profond, et tout ce qui est lié aux consommations d'énergie dans les process de transformation à l'aval. Si on hiérarchise les enjeux, attention, il faut quand même être clair que la teneur atmosphérique en CO2 qui a augmenté de plus de 40 depuis le début de la période industrielle, sur les 10 dernières années, la période récente, plus de 86 de l'augmentation de ces émissions est due à la combustion des énergies fossiles. Et vous voyez bien que quand on raisonne simplement en empreinte carbone produit, en fait, ce sont des sujets qu'on ne voit plus. Le reste est dû en grande partie au changement d'usage des terres et en particulier la déforestation. Donc vraiment pour nous, s'il y a un message, c'est d'abord réduire la dépendance aux énergies fossiles. Ça va être très compliqué de réchauffer l'atmosphère si on pourrait pas le faire en réalité si on sortait pas du carbone des strates géologiques. Donc deuxième chose, la déforestation, ça c'est un enjeu qui est très clair, qu'il ne faut pas invisibiliser évidemment non plus. Et sur la partie comptabilité des émissions de gaz à effet de serre, on a organisé donc un colloque à l'Assemblée nationale le 14 mai, en présence notamment d'un membre du GIEC, Maïl Salem, qui est professeur à l'université, je vais le remettre, professeur à l'université d'Oxford, de géophysique, de climatologie, évidemment sans conflit d'intérêt, et de Michelle Kane, qui est vice-présidente du comité technique de la FAO pour le méthane agricole, également universitaire et également sans conflit d'intérêt. Et globalement, ce que disent ces chercheurs, alors j'ai extrait quelques diapos pour que vous ayez simplement une synthèse de cette conférence, c'est que les gaz à effet de serre ont effectivement des dynamiques qui sont très différentes. CO2 ou N2O d'ailleurs hein, serait au même endroit. Sont des gaz qui sont cumulatifs. Tout ce qui est émis se retrouvera dans l'atmosphère sur des durées très longues. Donc tout ce qu'on peut épargner, arrêter d'émettre aujourd'hui est prioritaire. Le méthane comme il a une durée de vie très courte, hein, 10-12 ans, si on est à émission constante, il ne s'accumule pas dans l'atmosphère. Une fois de plus, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir aussi sur cette source, mais il faut quand même être très clair sur les priorités. Et donc pour essayer de rassembler les gaz et d'avoir une vision, globale, différentes métriques ont été imaginées et vous allez le voir, donc qu'on soit sur des PRG 20, 100 ou d'autres métriques, elles ont toutes des avantages et des inconvénients, mais certaines reflètent quand même mieux, donc ça c'est un extrait du GIEC, hein, du rapport de 2021, certaines reflètent mieux la quantification de la contribution des émissions de gaz à effet de serre au réchauffement global,
à l'intérieur d'une réflexion cumulative. Donc je vous montre ce que dit ce rapport et notamment donc c'est le 6e et dernier rapport d'évaluation du GIEC de 2021 et vous voyez ici donc 2 graphes. Je vais me concentrer sur celui de droite, mais le message est exactement le même sur les 2. Vous avez 2 scénarios d'évolution du méthane et vous avez globalement le réchauffement qui est modélisé, le réchauffement réel qui est la courbe en trait, épais noir ici. Donc ça, vous voyez, c'est depuis 1750, le réchauffement réel modélisé et ce qu'on peut attendre pour la suite, dans un scénario d'ambition, fort sur le méthane. Vous avez ensuite le PRG100 qui est la courbe bleue. Je pense que vous voyez qu'elle ne correspond pas, aux évolutions. Le PRG étoile qui est la courbe verte ici, qui lui permet de bien refléter, voilà, l'impact du méthane sur l'élévation des températures ou leur diminution. Et une autre métrique qui s'appelle le CGTP 100 que nous avons choisi de ne pas utiliser, même si elle est clairement meilleure que le PRG 100, parce que le PRG étoile colle beaucoup mieux à la courbe. Et vous le voyez d'ailleurs sur le scénario de gauche, le PRG étoile, la courbe verte, colle carrément parfaitement à la courbe noire. Donc, ce qu'a dit, par exemple, Maëlle Salène, membre du GIEC, lors de cette conférence, c'est que le PRG 100 ne permet pas, de refléter l'impact sur l'élévation ou la modification des températures et que c'est un altimètre qui est tellement incorrect, tellement cassé que, quand on essaye de faire atterrir un avion avec un altimètre comme ça, on ne peut même pas dire si l'avion est en train de monter ou de descendre. Je vous restitue vraiment textuellement ce qui a été dit. Donc pour nous, il est quand même assez embêtant. Alors je ne parle même pas du PRG20 qui lui est totalement en dehors de l'image, mais il est quand même assez embêtant d'utiliser ce type d'outil quand on est sur, des trajectoires, et des scénarios, qu'on devrait outiller correctement. Et juste pour résumer, ce que permet de faire le PRG étoile, quand on utilise le PRG étoile, et je vais vous montrer comment ça marche pour Planescore, c'est que, en fait, ça montre que l'enjeu aujourd'hui, c'est plutôt dans l'agriculture, le protoxyde d'azote. Donc le protoxyde d'azote est lié très majoritairement aux émissions, liées à l'épandage des engrais de synthèse et que certes le méthane est un enjeu, mais il faut qu'on soit quand même assez prudent sur les diminutions qu'on peut viser sur l'élevage ruminant qui est clairement le premier secteur, la première filière visée par, toute réduction, liée au méthane. Voilà, donc ça permet de reprioriser les enjeux et là, vous n'avez pas la déforestation, hein. Donc, ça permet également d'éviter certains contresens et je vous montre un exemple d'un influenceur sur, internet qui fait beaucoup, beaucoup de petites vidéos pédagogiques et qui nous explique très doctement que ce n'est pas la peine de s'embêter sur l'huile de palme, parce que en fait, quel que soit le type d'huile de palme, heu, en fait, c'est essentiellement en se privant de viande rouge qu'on améliore la situation. Donc que dit, le HCC sur ce sujet? Puisque ça fait partie des questions que vous nous avez posées, et je vois que là, on a déjà, écoulé le temps. Donc on va continuer pour que tout le monde puisse avoir accès au replay. Je pense on en a encore pour, a priori, une bonne demi-heure. Donc le HCC, le Haut Conseil pour le climat, a publié un rapport au mois de juin qui dit alors on a fait plusieurs extraits et vous pouvez bien sûr retrouver ce rapport qui est publié. Le PRG étoile est pertinent pour éclairer les résultats induits par des stratégies de réduction d'émissions où le méthane a un point important. Alors, pour mémoire, le secteur agricole est le secteur dans lequel le méthane, et le protoxyde d'azote sont de loin les gaz dominants, contrairement aux autres secteurs. Donc oui, c'est pertinent. 2, le PRG étoile reflète mieux les spécificités entre changement d'émissions, concentration dans l'atmosphère et effet climatique. Bonne nouvelle. Le PRG étoile peut être pertinent pour mieux évaluer la contribution des émissions de CO2, N2O et CH4 de chaque pays au réchauffement historique à l'échelle de plusieurs décennies. Bon, tout cela est quand même relativement clair. Ensuite, vous avez également cette petite mention qui n'est pas inintéressante, les émissions de méthane biogéniques, donc issues de notamment tout ce qui est rumination des animaux, ou riziculture, par exemple, hein, qui est une culture méthanogène biogénique, n'ont pas d'effet sur la concentration atmosphérique en CO2 puisque le carbone biogénique émis provient de la photosynthèse. La photosynthèse, c'est la captation de CO2 dans l'air. Donc le carbone du CH4 qui est relâché en méthane biogénique vient du CO2 capté par la photosynthèse. Il n'y a pas d'invention
Il n'y a pas de génération spontanée de carbone avec le méthane biogénique. C'est du carbone recyclé, circulaire. Et pourtant, le Haut Conseil pour le climat déclare le PRG 100 est couramment utilisé pour agréger différents gaz à effet de serre en tonnes d'équivalent CO2, donc ce que vous voyez dans tous les bilans et empreintes carbone. Il est également utilisé pour les analyses de cycle de vie, les calculs d'empreinte carbone et les marchés carbone. Le GIEC ne fait aucune recommandation par rapport au choix des métriques, parce que le choix approprié dépend des objectifs pour lesquels elles sont employées. Cette phrase peut difficilement être plus claire. Donc oui, il y a des choix de valeur à faire en fait quand on utilise des métriques. Il ne faut pas se cacher que ce sont des choix de valeur. Donc je vous invite à lire ces 3 pages du rapport du Haut Conseil pour le climat et nous allons vous expliquer comment le Haut Conseil pour le climat envisage les choses et comment nous pensons qu'on peut contourner les problèmes qui sont évoqués dans ce rapport. Donc pour le Haut Conseil pour le climat, donc le PRG étoile reflète mieux le lien entre changement des émissions et effets sur le climat. Il évoque un problème d'affichage de neutralité d'un secteur si le méthane, les émissions de méthane sont stables, que le PRG étoile ne serait pas adapté à l'analyse de cycle de vie à l'empreinte carbone, que les fluctuations annuelles ne permettent pas d'évaluer l'efficacité des actions d'atténuation, que la difficulté de collecte des informations sur 20 ans en arrière le rendrait difficile d'application, notamment à l'information environnementale liée à l'alimentation, qu'il serait difficile à mettre en œuvre car il nécessite un lissage sur plusieurs années, qu'il aurait la mémoire courte et favoriserait la baisse des gros consommateurs historiques et pénaliserait les nouveaux émetteurs, et qu'il vaut mieux du coup séparer les émissions de gaz à effet de serre, ce qui ne se fait jamais hein, dans aucune comptabilité, enfin ça se fait, mais en tous les cas, tout est toujours au final restitué en équivalent CO2, ce qui permettrait d'avoir des stratégies pertinentes pour faire baisser les émissions de chacun. Donc, pour ce qui nous concerne, pour l'alimentation, on considère qu'on ne peut pas regarder séparément, même si on peut les regarder séparément juste pour voir, mais les 3 GES principaux, parce que les scénarios qu'on a en vie réelle ont plus baissé les uns que les autres et qu'on a réellement des compromis à opérer. On ne peut pas dire on essaye de baisser le méthane, parce qu'en réalité, si on fait ça, on va très probablement augmenter le N2O, qui est beaucoup plus cumulatif. Donc, on vous a mis ici les extraits du rapport qui nous semblent problématiques. 2, il est nécessaire d'avoir une vision des poids relatifs des différents gaz sur l'élévation des températures. Donc, il y a bien un moment où on doit consolider. Et ce que le PRG étoile pour le méthane et PRG 100 pour donc CO2, c'est par défaut, c'est l'étalon. Donc, il n'a même pas de PRG. Et pour N2O, permet au mieux. Donc, ce qu'évoque d'ailleurs hein, le rapport du Haut Conseil pour le climat en disant bien que cet indicateur prend une valeur positive quand les émissions de méthane augmentent en PRG étoile et une valeur négative lorsqu'elles diminuent. Pour information, quand les émissions de méthane augmentent, être en PRG étoile rend les choses beaucoup plus graves, montre un réchauffement qui est beaucoup plus fort qu'en PRG 100. Donc, ce n'est pas du tout un indicateur aveugle, au contraire, sur les augmentations. Et il reflète mieux les spécificités entre changement d'émissions, concentration et effet climatique du méthane. Alors, comment Planet Score utilise-t-il le PRG étoile? En fait, il n'y a pas un PRG étoile et on va vous montrer comment on fait. Et oui, bien sûr, c'est utilisable pour l'affichage environnemental. Pour ça, il faut bien poser les équations. Donc, nous utilisons les données de la FAO et de l'ONU à l'échelle mondiale sur la consommation mondiale avec des scénarios continent par continent d'évolution de la population, donc de la consommation qui correspond à peu près à l'évolution en général du PIB, l'évolution de la consommation notamment de viande ruminante, et on fait le lien avec cette évolution sur l'horizon 2100. Alors 2100, vous l'avez vu au début, c'est après le pic de population. Donc on pense que c'est un horizon de temps qui est largement suffisant. Et quand on utilise, donc continent par continent, les prospectives de ces 2 sources, ONU et FAO, on voit que en prenant des hypothèses hautes et basses, globalement, on arrive sur des taux de croissance qui nous permettent d'aboutir à un calcul de PRG étoile. Je vous laisserai regarder les hypothèses en détail. Quand on fait la moyenne entre les hypothèses hautes et basses, qui sont autour de 9,8 et 17,8, on a un PRG étoile qui est à 13,8. Alors 13,8, ça veut dire que le PRG étoile pour la France ou pour l'Europe n'est pour nous pas du tout à zéro. Ce qui serait le cas si on raisonnait uniquement à l'échelle géographique Europe en disant les cheptels diminuent, donc on n'a plus d'enjeux, on n'a plus d'efforts à faire, on a un PRG étoile de zéro. On raisonne à l'échelle mondiale pour éviter toute injustice géographique.
Donc, je continue là-dessus. Je vous rappelle quand même donc ce pic population est la raison pour laquelle nous prenons l'horizon 2100. Ces pics population, ont a priori peu de chances de ne pas se produire pour des raisons notamment de, impact de, la politique du un enfant par femme en Chine, qui est un des gros pays fournisseurs de démographie, et la baisse de la fertilité qui est, factuelle et observée un petit peu partout. Vous voyez ici également le split, par âge, par classe d'âge. Donc tout ça est à peu près, bien calé, des âges médians d'ailleurs qui, vont là aussi poser des enjeux particuliers dans certaines zones géographiques. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, on a effectivement un cadre dans lequel on peut raisonner à la fois des ambitions de diminution des émissions de méthane, puisqu'on a un PRG qui est largement positif à 13,8, mais qui n'est pas le PRG 100 qui lui, donne une valeur de 28. Donc on est à peu près à la moitié de la valeur du PRG 100. Une fois de plus, ça ne fait pas une valeur de 0 du tout. Ça continue à faire un enjeu clair du PRG étoile, mais ça n'en fait plus, vous l'avez vu tout à l'heure, ça fait apparaître le N2O, donc les engrais de synthèse. Ça fait apparaître la déforestation comme des enjeux premiers. Côté émissions, on va maintenant parler, d'autres enjeux qui sont, les enjeux de stockage. Pour terminer là-dessus, une des publications sur lesquelles s'appuie manifestement le Haut Conseil pour le climat est une publication de Asselin et al., qui modélise des scénarios totalement improbables, heu, d'évolution de la production, de bovins. Donc, pour nous, ça ne fait aucun sens de dire que les choses sont erratiques si au départ on rentre dans le scénario des données d'entrée erratiques. Des scénarios improbables n'ont aucun intérêt quand on fait de la modélisation. Donc, en vie pratique, c'est vraiment pas le genre de choses sur lesquelles on pense qu'il faut baser une quelconque opinion scientifique. Pour terminer là-dessus, donc l'approche Planet Score que nous avons retenue pour la valeur climat, et nous ne faisons aucun facteur d'émission, nous ne faisons pas non plus d'équivalent CO2 au global, vous allez le voir, n'est pas amnésique, n'est pas injuste géographiquement, elle n'est pas sensible aux fluctuations annuelles et elle ne nécessite aucune collecte de données antérieures d'il y a 20 ans, puisqu'elle prend un scénario d'évolution de la consommation et non de la production au niveau mondial sur les données que je vous ai évoquées tout à l'heure et que le PRG étoile de 13,8 permet de travailler l'enjeu méthane parmi bien d'autres enjeux climat, mieux priorisés de manière pertinente. Je vais vous montrer des exemples de ce que ça donne sur des produits. Et en fait, pour nous, c'est assez étonnant que parfois certains chercheurs ou experts travaillent un peu dans leur bulle et auraient pu assez facilement avoir ce type de réponse simplement en ouvrant le dialogue, et en faisant des réunions. Parce que sinon, en fait, quand on fait ce genre de travail en chambre, sans regarder ce qui se passe en vie réelle, on peut dire que c'est pas utilisable pour l'information environnementale consommateur, alors que ça l'est parfaitement. Et on risque de ne pas mobiliser les innovations et les connaissances qui peuvent être, très accessibles, et très avancées. Donc je vous montre juste un exemple de la façon dont on reflète habituellement, ou en tous les cas dont on voit la vision classique dans les bilans carbone en PRG 100, où le méthane apparaît comme l'enjeu premier, le CO2 est à peu près à 15 et le protoxyde d'azote à 30. Ça, c'est la vision PRG 100. Voilà à quoi ressemble une vision PRG étoile à 13,8. Ah, vous voyez que c'est pas non plus une révolution, hein. Il y a bien, un enjeu qui reste fort sur le méthane à 35, mais le protoxyde d'azote ressort comme enjeu premier et le CO2 prend également un peu plus de poids. Ce que ne fait pas Planet Score, c'est ça, c'est-à-dire d'utiliser un PRG étoile à 0, qui dirait: «Il n'y a pas d'enjeu du tout sur, le méthane». Ça, c'est absolument pas ce que nous faisons. Je pense que c'est important également que tous ceux qui se soucient de ce sujet aient bien ça en tête. L'OFB a publié 2 articles au mois de mai sur ce sujet. Je vous incite à les télécharger et les lire, donc sur le PRG étoile et la façon dont il permet de mieux gérer les enjeux et de ne pas créer de paradoxes et notamment sur les prospectives autour de l'évolution de l'élevage ruminant. Pour information sur le méthane, c'est vraiment un sujet préoccupant bien sûr, mais donc je rappelle, protoxyde d'azote, CO2 sont quand même bien premiers. Et sur le méthane, il faut également réaliser qu'on a un enjeu de contrôle aujourd'hui sur ce qui se passe à l'échelle mondiale. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas bouger sur l'agriculture, mais on observe depuis 2006 une augmentation des concentrations dans l'atmosphère, heu et on a 2 gros enjeux. D'abord ce qu'on appelle les ultra-émetteurs, et vous voyez ici ce qui peut être détecté par voie satellitaire. Les ultra-émetteurs sont liés exclusivement en réalité à tout ce qui est
infrastructures d'extraction et de transport des gaz fossiles. Là, vous n'avez pas les zones d'élevage qui apparaissent quand on fait du satellite sur ce type d'émission. Et on a d'énormes fuites, 6000 grandes fuites de méthane qui sont géolocalisées à l'échelle mondiale, hein. Donc ça, c'est un programme CNRS, Nations Unies, Kairos de mémoire. Et on a un deuxième grand enjeu sur le méthane, et là, c'est du méthane malheureusement naturel, qui est lié à la submersion de plus en plus fréquente de vastes zones, notamment ici en Afrique, en Amérique du Sud, en Océanie, plus un peu de permafrost là-haut, mais globalement, dès que vous mettez en fait des zones vivantes sous l'eau, vous avez une production anaérobie, donc une décomposition anaérobie avec une émission de méthane. Et ça, malheureusement, on n'y peut rien. Et il est probable que l'augmentation de méthane qu'on observe aujourd'hui soit en partie, en bonne partie, liée à ce type d'éléments non contrôlables. Donc, il faut aussi raison garder sur ce qu'on est capable de faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas engager des actions, mais il y a vraiment des choses qui nous échappent dans les grandes boucles géophysiques. Je vous incite à regarder les travaux de Monsieur Nisbet, professeur Nisbet, sur cette observation de ce qui se passe au niveau du méthane atmosphérique actuellement. Donc ça, c'est sur la partie émissions de gaz à effet de serre. Maintenant, sur le stockage, qui est l'autre versant et qui est souvent totalement invisibilisé dans les enjeux de métrique climat. Donc pour nous, c'est un focus important. À force de se concentrer uniquement sur les émissions de gaz à effet de serre et de se faire vraiment une priorité de réduire les gaz à effet de serre, très souvent, on ne regarde pas les effets rebonds, ou en tous les cas, c'est très compliqué en faisant simplement de l'ACV et du PRG100. On ne regarde pas les effets rebonds sur la gestion des stocks de carbone et notamment les enjeux carbone liés aux prairies permanentes, à leur maintien ou à leur retournement. Et là-dessus, alors je vous incite à regarder notamment cette publication fort intéressante de l'université de Yale, il y a presque 2 ans maintenant, qui montre comment la réintroduction de grands ruminants sur des prairies permanentes en Europe de l'Est a relancé, donc ça s'appelle vraiment la relance du cycle du carbone et notamment le carbone profond dans les sols, alors que c'était des prairies qui ne stockaient plus. On a vraiment un front de connaissances ouvert, hein, sur l'enjeu de séquestration de carbone en lien avec des pratiques de pâturage plus ou moins intensifs sur des espaces de prairies permanentes. Sur sur cet exemple-là, donc sur quand même des espaces assez grands, on a vraiment une augmentation extrêmement forte du stockage de carbone profond. C'est du carbone stable. Ça veut dire que ce n'est pas du carbone labile qui va être relargué dans l'atmosphère parce que simplement dans les couches superficielles. On a également cette publication, et on vous a fait toute une liste bibliographique après, mais celle-ci est particulièrement intéressante, de Jordan et al., qui modélise l'augmentation ou le déstockage de carbone dans les sols en fonction de la conversion d'usage des sols. Vous avez à gauche le passage de culture arable à notamment prairie permanente, celui qu'on a mis en vert ici et qui est en vert là. Donc vous voyez que même à terme de 100 ans, on est toujours sur une dynamique de stockage dans ce type de sol. Et que, à l'inverse, quand on passe de prairie permanente à culture arable, donc typiquement, on laboure une prairie parce qu'on arrête l'élevage et que on passe sur des cultures soit de céréales, soit de plein champ, légumes, etc. On a des déstockages. Là aussi, en un siècle, on est toujours, alors c'est plus violent au début, hein, mais on est toujours sur du déstockage. Il faut vraiment avoir ça en tête. C'est très compliqué en culture arable d'être autre chose qu'émissif net sur le carbone du sol. Et on a réellement aujourd'hui des stocks de carbone très importants. On a la chance en France d'avoir beaucoup de prairies permanentes. Ces prairies permanentes, comme je l'ai évoqué, stockent d'autant plus qu'elles sont pâturées. Et donc, on a un vrai intérêt quand même à ne pas faire n'importe quoi avec l'élevage ruminant. On décapitalise beaucoup trop vite aujourd'hui. On a des retournements de prairies. Au-delà du carbone, ça crée aussi des problèmes avec les nitrates, pour information. On en parlera le 4. Et on est dans un contexte où en plus la forêt est elle est devenue un émetteur net en réalité. On a encore un peu de bois mort sur pied qui aide, mais globalement, tout ça devient un, n'est plus un puits de carbone et devient émissif net. Donc en fait, ce qui nous reste de puits de carbone
en France, c'est essentiellement les prairies aujourd'hui. Donc je vais vous montrer une petite simulation, qu'on a faite sur la base des publications là, que je passe rapidement, et notamment donc de publications qui sont faites, celle-ci, c'est une publication qui est faite, financée par la Commission européenne, pour vous montrer quand on regarde différentes publications et là notamment on a mobilisé des publications de Jordon, mais également de Susana et al., avec de la quantification de stockage de carbone et la quantification des émissions. La barre du zéro vous dit, quand on est au-dessus, on est en train de déstocker. Quand on est en dessous, on est en train de stocker. Et on a pris différentes productions, du blé à gauche, un monogastrique qui est du porc, puis différents systèmes bovins, plus ou moins à l'herbe, et dont les rations contiennent plus ou moins de soja issu de la déforestation et de céréales. Donc, céréales égale déstockage de carbone dans les sols en général, et d'engrais de synthèse. Donc, tout ça est utilisé dans les calculs d'émissions. Donc, vous voyez ici où on a bien à la fois le N2O, tout ce qui est lié au méthane entérique, mais également tout ce qui est lié aux émissions de méthane des fumiers. Bon, c'est très faible hein, dans les bilans, mais on les a quand même inclus. Tout ce qui est lié à la déforestation en violet. Et vous avez en vert tout ce qui est lié au stockage de carbone dans les sols. Donc là, une fois de plus, sur des publics qui sont très cohérentes entre elles, on pourrait rentrer encore plus dans les détails pour ceux qui le souhaitent. N'hésitez pas à nous solliciter pour des réunions thématiques spécifiques. Mais globalement, ce que vous voyez dans ces publications, c'est que quand on est sur des systèmes relativement intensifs en céréales, en soja, etc., on est des stockeurs émissifs nets. Donc ça, c'est les petits points verts. On est largement au-dessus de la barre du zéro et il est clair qu'en système, notamment ruminant, on peut être très émissif parce qu'on cumule en fait pour la production, on cumule toutes les productions végétales qui rentrent dans la production d'élevage. Donc c'est très facile d'être, par exemple, plus émissif que du porc ou que du blé qui, pour information, vous le constaterez, sont toujours émissifs, hein. On a quelques systèmes qui ne sont pas émissifs, mais c'est très, très difficile en blé, globalement en culture arable ou en monogastrique. Ce que vous voyez ensuite sur la partie droite, c'est que plus vous cessez les intrants dans l'alimentation animale, les intrants de type soja déforestant en violet, mais également fertilisation des céréales, et plus vous arrivez dans des zones confortables au niveau émissions, enfin émissions nettes. Et là, on est calculé en PRG étoile Planet Score, c'est-à-dire qu'on a un PRG à 13,8. Une fois de plus, vous voyez qu'il y a bien du méthane qui est quantifié ici. Simplement, on a du méthane qui reflète l'impact sur l'élévation des températures et pas un équivalent CO2 théorique. Et donc, quand on fait correctement ces bilans, on se rend compte que les systèmes pâturants, pâturants dynamiques, etc., qu'on a dans différentes publications instrumentées, sont des systèmes qui peuvent stocker énormément de carbone sur prairies, notamment prairies permanentes, et que ce sont même les seuls systèmes qui sont capables d'apporter ce genre d'externalité climatique positive. Donc ça, c'est quand même un message important. Vous n'aurez jamais ce type d'ordre de grandeur avec des productions végétales arables. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire plein d'efforts en culture arable, mais c'est beaucoup, beaucoup plus difficile d'atteindre ce type de niveau. Les animaux ont donc vraiment une place. Il faut arriver à mettre au bon niveau, moins mais mieux. Et vous le voyez ici, tous les systèmes qu'on vous a montrés à droite sont des systèmes mieux, hein, très clairement. Sans intrants de synthèse, sans soja déforestant, pâturage tournant dynamique sur prairie permanente avec des haies, etc. Vous avez ici de la bibliographie pour ceux que ça intéresse d'aller plus loin et de creuser un petit peu les éléments qu'on a compilés pour caler notre référentiel. Autre chose, en fait, on a aujourd'hui des acteurs historiques. Là, on est dans le cas de Climate Farmers, qui, il y a quelques mois, sont sortis carrément, d'ailleurs, ça a fait grand bruit, des marchés carbone en disant les marchés carbone aujourd'hui ne permettent pas, donc je vais vous montrer le position paper qui a été fait cet été auquel on a contribué, euh, ont en fait une incompatibilité structurelle avec l'amélioration du carbone réellement, du climat, avec l'agriculture et l'élevage. Et aujourd'hui, on est sur donc, bon, des gens qui font exactement le même constat que nous, hein. Bien sûr, on est sur des enjeux où on doit diminuer l'élevage intensif, mais par contre, les métriques climat, PRG 100, ACV, doivent être
complètement redesignées parce qu'aujourd'hui, elles désincentivent, elles n'incitent pas, au contraire, à aller sur de l'extensification et elles favorisent les systèmes avec très bas niveau de bien-être animal et haute productivité. Et c'est une réalité. On ne peut pas dire on utilise le PRG100, mais à côté de ça, on va plaider pour l'élevage extensif et le moins mais mieux. C'est incompatible. Il faut choisir en fait. Donc bien arbitré. Oui, on a des enjeux. Non, ils ne sont pas du tout reflétés correctement par les PRG100 et les comptabilités classiques. Côté atténuation, on a des réalités supplémentaires qui sont plus difficiles à quantifier et que nous n'incluons pas pour l'instant dans notre référentiel, qui sont par exemple l'effet albédo, le fait que la couverture permanente, par exemple en prairie, gère beaucoup mieux le renvoi d'énergie solaire dans l'atmosphère. Bon, pour l'instant, pas dans le référentiel. Et l'impact des prairies sur la pluviosité. Donc là, il y a tout un tas de travaux extrêmement intéressants et qui sont engagés par des acteurs de terrain là-dessus actuellement. Et je pense qu'il y a encore beaucoup en fait de connaissances qui sont amenées à faire bouger la compréhension de nos leviers en fait, de nos capacités de manœuvre. Donc Planet Core calcule l'impact global sur le climat en considérant quels enjeux, pour terminer là-dessus avant les exemples, les émissions de gaz à effet de serre du système de production, donc protoxyde d'azote, méthane et CO2, notamment pour tout ce qui est lié au process de transformation, au transport, etc. La déforestation importée, les serres chauffées hors saison, là on est sur la question des énergies fossiles bien sûr, le transport par avion si les matières premières sont concernées, le stockage ou déstockage tendanciel de carbone dans les sols, la valorisation du stock de carbone dans les sols, hein, on revient sur ce qu'a dit le chiffre, il ne faut surtout pas retourner les prairies. Tout ça n'est évidemment pas rapporté au rendement massif, qui donne une information trompeuse et qui incite à l'intensification. Le kilo produit ne reflète ni l'impact territorial ni la valeur nutritionnelle. Je vous renvoie à la comparaison d'un kilo de soda par rapport à un kilo de pommes ou un kilo de steak. On est vraiment sur, on ne peut pas dire que ça c'est une unité fonctionnelle qui reflète quoi que ce soit de réel pour l'alimentation. Et les résultats, les systèmes d'élevage impactants sont clairement les plus défavorables sur la dimension climat en Planet Score, évidemment, quand on cumule tous les impacts liés notamment à l'alimentation dans les animaux. Les monogastriques n'y échappent pas et ils ne sont pas mieux notés en général en Planet Score que les systèmes ruminants impactants. Et certains systèmes végétaux sont très impactants également. Euh, donc, les résultats, pas d'incitation à l'intensification, intensification au moins mais mieux et à l'agroécologie via ces métriques-là qui sont des métriques de bon sens. On a une vraie cohérence interne de l'outil d'évaluation avec les enjeux climatiques et par exemple avec les priorités de la planification écologique, hein, qui sont plutôt d'abord les engrais de synthèse, je rappelle. Et on évite les acrobaties dans les éléments de langage, ce que je vous ai montré dans le Hitland 7 V2 ou dans le Haut Conseil pour le climat. On ne peut pas parler d'agroécologie, mais utiliser des métriques qui donnent des messages inverses. Et il n'y a pas de décarbonation avec Planet Score à contresens des réalités. On a un vrai respect des acteurs de la chaîne de valeur et des messages qui sont passés. Ça permet de donner du sens et même du bon sens et de la cohérence aux stratégies et aux trajectoires climat. Ça permet de faire au mieux et on fait tous du mieux qu'on peut sans nuire. Et pour nous, c'est vraiment un message important, primum non nocere avec les outils de comptabilité, en restant connecté aux réalités et en ne visant pas la lune. Il ne faut pas se mentir et également mentir aux chaînes de valeur et aux consommateurs. Il faut se fixer des objectifs réalistes et aujourd'hui, c'est malheureusement pas le cas dans un certain nombre de feuilles de route. Il faut faire preuve, à mon avis, de beaucoup plus d'humilité dans ce domaine et surtout ne pas créer de dégâts et ne pas alimenter les déconnexions, les colères, les frustrations, les fractures dont on a déjà pléthore aujourd'hui dans la société et globalement dans l'écosystème de l'agroalimentaire. Donc, pour vous montrer des exemples de résultats, on vous nous avait demandé de montrer des étiquettes. On peut, sur de la compote de pommes, on a testé un petit peu différents types de pratiques, on peut arriver jusqu'à des notes climat C alors qu'on est sur de la pomme. La pomme est confrontée à tout un tas d'enjeux écologiques autres que le climat. Mais voilà, même sur ce type de produit, on peut avoir des mauvais résultats. Alors c'est vrai qu'on n'arrive jamais en D ou en E sur ce type de produit. Malgré tout, c'est possible d'arriver en C. Sur du vin et spiritueux, je vous montre l'exemple de cette entreprise, très belle entreprise transparence. Euh, et vous voyez ici qu'on peut avoir des très bons résultats. Là, on est sur une entreprise qui fait des spiritueux bio, mais on peut également avoir des notes très dégradées
Donc là, c'est une entreprise qui est en train de travailler sur cet enjeu-là, mais là, on est sur du sucre de canne, qui n'a pas de garantie sur la déforestation dans un rhum. On est sur des productions végétales, on peut avoir une mauvaise, évaluation climat, échelle système. Idem sur des poulets, on peut très bien avoir, des notes plutôt très mauvaises en climat sur ces systèmes-là, alors qu'on n'est pas sur des systèmes ruminants. Mais quand on le calcule tel qu'on le fait à l'échelle système, avec tout ce que je vous ai montré, on a une image qui est beaucoup plus claire en fait de la gradation entre les systèmes. J'ai oublié de préciser, pardon, que le poulet qui est en haut, le poulet label rouge de Loué, c'est un poulet qui est sans déforestation. Donc il n'y a pas de soja lié à la déforestation dans ces volailles. Il y a en plus des parcours qui sont beaucoup plus arborés que la moyenne, même en label rouge, etc. Des parcours qui ne sont pas levés ni traités, etc. Idem sur des productions végétales comme les haricots verts. Vous voyez ici qu'on peut avoir des très bons résultats en climat, des résultats plus dégradés, et ça peut paraître contre-intuitif, mais on a aujourd'hui des productions de légumineuses qui peuvent être fortement fertilisées. C'est pas parce qu'on est sur de la légumineuse qu'on est nécessairement bas en fertilisation azotée de synthèse. Et on peut également avoir de l'importation, incluant de l'importation parfois en avion sur les haricots. Donc ça, évidemment, sont des choses qui, évidemment, peuvent... alors, Dossi n'importe rien en avion, je préfère le préciser. Et là, on était sur des productions françaises, bien sûr. Idem sur des productions végétales de ce type-là, où un opérateur comme Picard, qui a fait toute une trajectoire depuis 5 ans avec ses filières, ses fournisseurs producteurs sur des filières françaises, et qui a clairement amélioré sa jauge climat. Alors pas que, mais qui a amélioré cette jauge-là, notamment sur l'usage d'intrants de synthèse. Donc voilà, des très bonnes choses. Mais on peut avoir également de la volaille. Donc il n'y a pas besoin d'être un bovin impactant feedlot pour avoir des notes climat, système, Planet Score qui sont mauvaises. Je vous préciserai tout à l'heure, hein, bien sûr, derrière les évaluations, on n'attribue pas des lettres, on attribue des chiffres, on calcule. Et ensuite, entre 0 et 100, par pas de 20, ça donne en synthèse, ça donne des lettres. Picard a d'ailleurs été récompensé, lauréat de la Nuit de la RSE l'an dernier pour cette transparence Planet Score. Alors pas que sur le climat, hein, mais ça fait partie des enjeux évidemment qui sont portés. Idem sur Pomona, qui vient d'annoncer la transparence complète sur sa gamme Bon et Engagé, sur Épicaveur, Terre Azur et Passion Froid, avec beaucoup de produits qui montrent en transparence qu'ils ont, même sur le climat, encore des trajectoires à faire. Et sur certains produits, que je vous incite à voir, tout ça est public, il y a des bonnes notes, bien sûr, il y a des notes sur lesquelles notamment le climat est très bon, mais vous voyez là un exemple, hein, de produit qui a clairement des améliorations possibles. Très souvent, les évaluations ne sont pas bonnes parce qu'on manque de transparence sur la chaîne de valeur, auquel cas Planet Score applique toujours une évaluation défavorable par défaut, de manière à ne pas favoriser la non-transparence ni l'absence d'information de la part des fournisseurs de l'entreprise. Voilà, donc on peut très bien être un poulet et avoir une très mauvaise note climat, où là on doit avoir du beurre dans cette tarte, qui est par ailleurs sans doute pas mal, de l'œuf dans la pomme dauphine, et probablement des engrais de synthèse. Je n'ai pas le détail de ce produit sous les yeux, mais dans ce sorbet au citron. Pour terminer, voilà un exemple aussi de gradation sur le même produit plus ou moins végétarien. Donc là, vous avez un chili avec de la viande. Alors, je rappelle qu'on est à, de mémoire, 12% de viande dans ce type de produit. Tout le reste, c'est du végétal. Donc, c'est un produit très fortement végétal. Et pour terminer, vous avez à droite le chili végétarien qui peut, selon les modes de production, les origines. Je rappelle quand même que là, le premier produit dans ce type de produit, c'est la tomate, et que la tomate, majoritairement, même en France, hein, c'est de la tomate industrie qui vient de Chine. Donc oui, on peut avoir des modes de production impactants. Alors, ce n'est pas forcément sur le climat que ça dérive le plus, hein, sur ce type de produit, mais avec des résultats qui ne sont pas forcément très bons. C'est difficile sur du végétarien d'aller au-delà de C. Et globalement, vous voyez que même avec un peu de viande, on peut également avoir des produits qui ne sortent pas forcément très bien. Mais on a aussi, et c'est une réalité, des chilis con carne
qui, avec certaines filières d'approvisionnement, sort très très bien. Donc on peut faire bien, quelles que soient les matières premières, et c'est une réalité cross-catégorie. Là, on n'est pas en train de dire, on peut vraiment comparer la valeur climat d'un steak ou de la viande qui est mise dans le chili et la valeur climat d'une tomate. Donc là, on est bien sur l'agglomération des enjeux des différentes matières premières au prorata de leur masse. Et on a vraiment un enjeu de pédagogie aujourd'hui de faire comprendre que certains systèmes d'élevage sont très impactants, d'autres sont très très bons, y compris pour le climat. Il faut en avoir conscience. Ce sont les seuls systèmes stockeurs nets. Et on a des systèmes de production végétaux qui peuvent être bons, mais aussi très impactants pour le climat. Un exemple de gradation également, vous voyez des jauges climat sur des systèmes d'élevage. Ça, c'est dans l'article du Monde qui est paru au mois de juin sur les évaluations Planet Score et qui montre des exemples de gradation en fait, de résultats. Et là, vous voyez d'ailleurs des chiffres derrière les étiquettes et vous voyez qu'on peut être très bon, y compris sur du mouton, y compris sur, là on est sur des systèmes viande. Bien sûr, quand on est sur des parcs d'engraissement type feedlot, ça sort forcément très mal. Mais on a des systèmes qui sont très vertueux. On a quand même cette chance-là, notamment dans nos territoires. Et pour terminer, vous voyez ici des exemples de résultats chiffrés sur tout un tas de systèmes de production qui nous ont été soumis par différents partenaires en élevage, en arbo, en céréales, avec les types d'étiquettes qui sont derrière. Et vous voyez que là aussi, on a vraiment une nuance, une gradation possible, incluant sur le climat. Là, on est sur de l'élevage ovin-bovin. Je vous laisserai regarder un petit peu les hypothèses qui sont derrière pour les calculs dans notre algorithme. Idem ici, là, on est sur de l'ovin. Voilà, et on est vraiment calé sur la question des prairies permanentes, du temps passé à la pâture, de la fertilisation de synthèse, etc. En arbo, pareil, hein, on peut avoir des choses extrêmement dégradées en arbo. Euh, on revient un petit peu sur la compote de pommes, mais aussi des très bonnes choses. On n'est pas forcément bon sur le climat nécessairement avec ce type de production. Ça dépend, notamment de la fertilisation et de la technique de couverture des sols. Et idem sur les grandes cultures. Et là, on est également hein, sur couverture des sols, travail du sol, et intensité de la fertilisation de synthèse. Voilà, donc pour terminer sur les exemples, je remercie d'ailleurs Biosphère qui avait fait ce travail avec nous en début d'année pour le Salon de l'agriculture, de montrer la façon dont on peut représenter les impacts de différents producteurs slash filières sur les territoires. C'était un travail sur des bassins versants, notamment sur l'enjeu eau, et la façon dont on peut faire des tableaux de bord très simples ensuite pour prioriser en fait les besoins d'accompagnement sur le terrain et en ayant des leviers qui ne sont jamais des leviers d'intensification. Donc notre message est essentiellement que en fait, quand on pratique l'art de la nuance, et ce qu'on essaye vraiment de faire avec les métriques les mieux calées possibles, toutes les filières peuvent bien faire. On n'a pas forcément besoin d'un récit ou d'une vision végétalienne ou végane. On peut faire bien même avec des filières d'élevage en ayant cette optique qui sert vraiment, en métrique, qui sert vraiment le moins mais mieux. Je vous rappelle, pour terminer sur les enjeux de contexte réglementaire, que Planet Score fait partie des labels de durabilité qui ont été instruits par l'autorité de la concurrence pendant un an l'an passé. L'autorité a publié un avis en janvier qui est très positif sur la valeur ajoutée qu'apportent les systèmes de notation de durabilité et en particulier les systèmes de notation indépendants. Ce rapport d'une soixantaine de pages précise même que les systèmes de notation indépendants ont une agilité supérieure pour prendre en compte les nouvelles données scientifiques, les nouvelles connaissances scientifiques. Et je pense qu'on fait vraiment, j'espère que vous l'avez compris, de notre mieux sur ce versant-là. Planet Score est également intégré au journal officiel comme un outil qui est validé pertinent pour la transition écologique sur l'agriculture dans les territoires. À ce titre-là, on travaille d'ailleurs, par exemple, dans le programme Territoire nourricier avec la BPI. Et Planet Score a également la compatibilité EGalim pour les produits à externalité environnementale positive. N'hésitez pas à nous contacter si ce sujet vous intéresse pour avoir le petit 4 pages. Donc voilà, pour conclure, en climat, nous essayons de tout compter et d'éviter les effets rebonds. Chaque entreprise, de l'amont à l'aval, en B2B et en B2C, peut choisir d'éclairer sa stratégie d'amélioration environnementale avec différents outils. Ces outils sont complémentaires. Ayez conscience qu'aucun n'est parfait. Nous n'avons pas la prétention d'être parfaits, mais certains comportent des angles morts qui sont quand même plus ou moins importants et dont il faut avoir conscience.
Il faut analyser les enjeux avec plusieurs lunettes pour être sûr de ne pas viser complètement à côté. On a vraiment besoin d'humilité dans la conception, la promotion et l'utilisation des métriques. La science n'existe pas là et on vous invite tous à être vraiment, attentifs au syndrome de la tour d'ivoire. Il faut redonner aussi de la dignité et de la fierté à ceux qui font bien sur le terrain et porter des allégations climat cohérentes auprès des clients. L'objectif étant de redonner de la confiance et de prendre réellement soin, à la fois d'informer correctement, de valoriser ce qui est réellement valorisable, de faire de la transparence quand on le peut, avec des filières qui parfois sont fort longues, donc c'est difficile, et de dialoguer avec tous ceux qui sont intéressés pour essayer d'avancer. Donc, rappelez-vous quand même, là on a beaucoup parlé de climat aujourd'hui, les autres enjeux non climat sont plus importants. Et on a des compromis à faire aussi quand on essaye d'améliorer le climat, en tous les cas en PRG 100. Je vous invite à lire cette publication de l'INRA, on la révoquera le 4 novembre, mais qui montre bien que quand on essaye d'améliorer le climat en PRG 100, on a des impacts négatifs sur la biodiversité et la biodisponibilité de la ressource en eau. Et on est parfois sur des prospectives, ça c'est celle de l'ADEME, qui ne sont à notre avis absolument pas tenables en termes alimentaires, où on nous propose des réductions de cheptel qui sont absolument hors du réel, et avec, en prime, dans les annexes, une mention que les impacts sur la biodiversité, les écosystèmes et la ressource en eau n'ont pas pu être étudiés, alors qu'on nous propose des baisses de 50-70% des filières d'élevage, prioritairement des filières ruminantes. On a le même type de questionnement, par exemple, sur les impacts sur l'usage de l'eau, sur ce type de rapport du réseau Action Climat, dont malheureusement nous n'avons pas pu avoir les données, malgré une demande d'accès l'an passé. Donc nous n'avons pas pu reproduire les calculs, ce qui est fort dommage, des données qui sont apparemment privées. Et puis ensuite, pour terminer, on a une limite qui est une limite nutritionnelle. Ça, je vous invite à vous rapprocher des webinaires que nous avons déjà organisés cette année, notamment en avril, sur le switch qu'on peut opérer sur la partie protéines végétales. C'est possible, mais selon les sous-groupes de population, notamment en termes d'âge et de sexe, on a quand même des limites dont il faut être conscient en termes d'équilibre du cortège vitaminique, du cortège minéral et de biodisponibilité des protéines. Voilà, donc pour terminer, attention à ce genre de raccourci qui, à notre avis, ne fait pas avancer du tout les choses parce que ça amène à penser, si on dit végétarien en 4x4 ou carnivore à vélo, ça amène à penser qu'on peut compenser des émissions futures de CO2 avec une baisse d'émissions rapide du méthane. Ce n'est pas le cas. Ça peut être des choix délétères au risque d'une inaction sur les priorités qui sont vraiment le carbone fossile et également une question d'équité entre secteurs. Voilà, donc ça, c'est l'article du Monde que je vous invitais à lire. N'hésitez pas à nous contacter, mais sinon, on a fait un post LinkedIn il y a, donc c'était au mois de juin, si vous voulez le retrouver. Et on a, donc je vous l'ai dit, un temps d'avance sur les enjeux. Donc n'hésitez pas quand même à regarder d'assez près ce qu'on vous propose pour avancer ensemble. Et surtout, pratiquer le doute. Ça nous semble vraiment la seule façon d'avancer. Euh, Évidemment, la méthode scientifique telle qu'on essaye de l'appliquer vient régulièrement percuter nos dogmes, nos idées reçues, incluant les nôtres, hein. C'est parfois assez compliqué de réaliser toutes ces choses-là, mais en tant que scientifique, on travaille régulièrement à essayer de démonter nos hypothèses pour voir si on ne s'est pas trompé. Je pense que vraiment tout le monde devrait faire ça. Et en tous les cas, la certitude n'est pas dans le domaine de la science. La rigueur importe et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire, mais l'humilité importe au moins autant. La science, c'est une méthode, ce n'est pas un monument. Et si quelqu'un vous dit que la science est certaine, dans ces cas-là, pour nous, c'est très clairement du dogme et pas de la science. Voilà. Donc, je vous incite tous à rester curieux et très ouverts sur ces sujets et à nous rejoindre, notamment sur le webinaire prochain, le 4 novembre, sur les enjeux biodiversité, donc, qui, comme vous l'avez compris, sont quand même un très gros morceau de l'impact environnemental. Sur ce jeudi, sur la ferme de Benoît Drouin, pour parler concrètement avec des éleveurs, des associations, des scientifiques, des cantines de ces sujets-là. Comment est-ce qu'on traduit en vie réelle, du moins mais mieux. Et à regarder également, si vous ne les avez pas vus, les webinaires que nous avons organisés encore récemment sur les enjeux nutritionnels le 7 octobre, sur l'affichage environnemental et les attentes consommateurs et la comparaison des dispositifs existants en France et en Europe, le 23 octobre. Et on se retrouve également à Paris. Regardez prochainement nos communications là-dessus pour une soirée également ouverte avec un cocktail autour de ces enjeux très, très pratiques. Et vous pouvez également regarder la table ronde de Pro Durable qui était là aussi
en conjonction avec des entreprises, mais aussi un producteur. C'était vraiment très intéressant et ça m'a permis de dire que dans le soin qu'on prend des chaînes de valeur, on a aussi un enjeu à rémunérer davantage les producteurs et un peu moins les PowerPoint, qui est quelque chose que vraiment, je pense et que Planet Score pense et porte profondément. Voilà, donc Planet Score ne calcule pas des fausses carbon footprint. Planet Score vous calcule des valeurs climat de votre système de production et du système de production de chacun de vos produits. Et on fait de notre mieux pour ne pas alimenter les fractures. Je vous incite à lire là aussi ce très très bon rapport qui montre que les Français ont des attentes, que les autorités prennent soin d'eux, mais n'ont plus grand espoir sur ce point de vue-là et ont besoin d'acteurs de confiance. Donc, Planet Score opère vraiment comme un tiers de confiance sur le marché. La confiance est extrêmement dégradée dans les pouvoirs publics aujourd'hui. Ce n'est pas une critique, c'est un constat. Il y a également une mise en doute de la science, justement, quand elle se positionne en surplomb, quand elle se positionne de manière raide. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on a vraiment intérêt à ouvrir le dialogue, incluant avec des acteurs de la société civile qui challengent les métriques dominantes telles que nous le faisons. Et donc, voilà, ayons conscience qu'aujourd'hui, ces fractures peuvent être résorbées si on prend réellement soin, premièrement de ne pas nuire, mais également donc d'informer en sincérité et de travailler ensemble en sincérité. Voilà, je vous remercie vraiment beaucoup pour l'attention que vous avez portée à ce webinaire qui, une fois de plus, a été plus long que prévu parce que nous avions énormément de questions. Donc, on a pris soin, là aussi, d'essayer de répondre à toutes ces questions. Donc, il y aura un replay pour tous ceux qui n'ont pas pu rester jusqu'au bout. Et nous, nous vous retrouvons le 4 novembre pour le webinaire biodiversité. À bientôt.